Les revenus complémentaires, c'est pas en ayant acheté un Pinel que vous allez les avoir. Certains intervenants dans le domaine immobilier ont une problématique de conflit d'intérêts entre je vais vendre un produit à mon client et je vais conseiller correctement mon client. Vous allez vous faire massacrer par l'impôt. Il y a certaines réformes fiscales qui sont envisagées qui peuvent littéralement couler des investisseurs immobiliers. SCI, SAS, Holding, quel montage choisir en fonction de votre projet? Et qui de mieux pour répondre à cette question? Maître Boujard, avocat fiscaliste spécialisé en droit immobilier, avocat au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier à bonne rentabilité. Voilà, tu fais du cash flow. Voilà. Tout résumé. Ouais. Alors, j'essaye de faire en sorte que mes clients aient du cash flow net avant impôt, même si c'est plus le truc à la mode, le cash flow net avant impôt, faut être clair. Hein. Oui. C'était plus facile il y a quelques années quand les taux d'intérêt étaient plus bas. Okay, mais oui, le but c'est d'éviter de perdre de l'argent avec l'immobilier et plutôt d'en gagner. Donc après, on a la notion de rentabilité. Ouais. Voilà. Et à titre perso, le cash flow, comme j'ai commencé à investir il y a 25 ans, j'étais pas en cash flow sur mes investissements, faut être clair. Ouais, mais maintenant, c'est le cas. J'ai un peu amélioré, heureusement. Bon, mais top. L'objectif de cette vidéo, c'est simplement de pouvoir partager les grandes lignes directrices du choix de la stratégie fiscale. On parle de SCI, on parle de SAS, on parle de holding, on parle de nom propre. Est-ce que et comment, sur du locatif, on va se concentrer sur le locatif sur cette vidéo, quel régime fiscal on doit choisir un peu en fonction déjà de nos projets, nos objectifs. Si je veux faire du cash flow ou si je veux vraiment créer un gros patrimoine dans les 10 prochaines années et que je n'ai pas besoin d'argent à court terme, par exemple. Okay. C'est, je pense, les deux grandes familles. C'est les deux grandes lignes directrices, exactement, tu as parfaitement raison. Donc, si vous voulez plutôt des revenus complémentaires à court terme, assez clairement, il va plutôt falloir acheter en nom propre. Parce que si vous commencez tout de suite en société, et typiquement en société à l'impôt sur les sociétés, hein, je vais parler de l'impôt sur les sociétés, puisque si vous avez une société qui est imposée à l'impôt sur les personnes physiques, c'est une société fiscalement transparente, translucide. Il y a des petites subtilités de juristes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais globalement, si vous avez une société civile immobilière taxée à l'impôt sur le revenu, ça sera de la location nue et ça sera fiscalement parlant comme si vous déteniez les biens en nom propre. Si vous avez une société commerciale qui a opté pour l'impôt sur le revenu, ce qui est possible hein, pendant une durée limitée de quelques années, là, vous serez aussi taxé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices dégagés par la société. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on est vraiment sur structuration. Donc, est-ce que je fais tout en nom propre ? Est-ce que je fais tout en société ? Est-ce que j'ai un mixte ? Ce qui est évidemment sans grande surprise à ma préférence entre les deux solutions, parce que j'estime que le nom propre, c'est ce que j'appelle la réserve de valeur. C'est-à-dire que si dans 10 ou 15 ans, vous avez pas mal de patrimoine immobilier et que vous avez besoin de dégager des liquidités, vous allez vendre en priorité un actif que vous détenez en nom propre parce que vous récupérez directement l'argent. Oui. Alors que si vous l'avez en société, il faudra en plus passer par la case distribution de revenus. Et dans certains cas, vous ne pourrez pas vous distribuer de dividendes. Je vais revenir sur cet aspect-là qui est encore un petit peu méconnu. Donc, voilà, grande ligne directrice. Revenus complémentaires immédiats ou revenus de remplacement. Il y a encore des gens qui disent, moi, dans quelques années, je voudrais arrêter mon activité retraite actuellement. Anticipée ou alors... je ne sais pas si c'est la retraite, effectivement, anticipée. Tu as raison. Des métiers très compliqués, des fois, les gens sont fatigués. Je le vois, hein. Ça arrive rarement, mais des personnes qui veulent prendre une retraite peut-être 5... On ne parle même pas de 30 ans avant. Hein. C'est 5-7 ans avant parce qu'ils en ont marre. Ils ont bossé dans des métiers physiques toute leur vie. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui se plaisent pas du tout dans leur job et qui arrivent en fin de carrière et qui se disent « tiens, ça va être compliqué de trouver un autre job avec un salaire équivalent, mais d'un autre côté, me taper encore 7 ans dans ce climat anxiogène, par exemple, de travail, ça, je veux pas. » Donc, on en a certains qui veulent. Tout à fait. Sans compter qu'en plus, maintenant, on a une nouvelle tendance qui est le mouvement FIRE. Donc, le mouvement où les gens disent je fais tous mes efforts maintenant, j'investis un maximum dans des business, dans de l'IMO, etc. pour prendre, comme tu le disais, une retraite anticipée. Là, pour le coup, en réalité, ces gens-là, ils travaillent dans leurs propres entreprises, dans leur propre business, mais ce n'est pas vraiment une retraite anticipée. Ils ne font pas rien.
Et la retraite, même la retraite, finalement, c'est le terme de retraite est compliqué à définir, je trouve. Moi, j'aime pas le mot retraite. J'ai l'impression que quand je serai à la retraite, je serai vieux. J'ai pas du tout envie d'être vieux. C'est bon, tu as ton tampon, tu es retraité, tu Voilà. t'assois sur le canapé Voilà. et tu t'allumes des chiffres et des lettres. Quoi. Tu vois, c'est un peu C'est un peu l'image qu'on a. Alors Ouais, qu'en fait, c'est l'image de cauchemardesque. Hein, quand même, un petit peu, là, bien sûr. franchement. Ah, bah, attends. Voilà, j'ai rien contre des chiffres et des lettres, mais ça me fait pas franchement triper, quoi. Soyons C'est clairs. sûr. Et tu vas avoir Et l'image. tu connais ça, toi, dans ta Ah bah, génération, tu connais des quand chiffres même. et des lettres. Bah, bien sûr. Incroyable. Bon, N'oubliez pas les paroles. Je peux t'en sortir non, plein. stop. Donc, non, retraite anticipée, voilà, effectivement, suivant la stratégie que vous avez, vous pouvez être à 40, 45, 50 et dire, ouais, mais j'ai pas envie de travailler jusqu'à 60, 65, 70 ans. Je voudrais bien arrêter quelques années avant et l'immobilier va servir progressivement à dégager des revenus complémentaires. Ce qui suppose, pour le coup, d'avoir du vrai cash flow net. Parce que les revenus complémentaires, c'est pas en ayant acheté un Pinel que vous allez les avoir. Puisque au contraire, avec du Pinel, quand ça existait encore, vous deviez remettre de l'argent au pot tous les mois. J'ai eu des clients comme ça qui étaient sur le point d'acheter 2 Pinel pour des revenus complémentaires. Je leur dis, on vous a mal expliqué la chose. Surtout qu'ils étaient proches de la retraite. Donc leur revenu de retraite allait baisser, ce qui réduisait l'intérêt fiscal du Pinel en prime. Autant dire que dans ces cas-là, il y a clairement pour moi un défaut de conseil sur la stratégie juridique et fiscale immobilière. Et c'est là où parfois certains intervenants dans le domaine immobilier ont une problématique de conflit d'intérêts entre je vais vendre un produit à mon client et je vais conseiller correctement mon client. Puisque si la rémunération de l'intermédiaire est conditionnée à la vente, par exemple, d'un produit immobilier, il est tenté de vendre. Et parfois, ça ne correspond pas à l'objectif de l'investisseur. Tu vois, ça c'est un point qui est important. Chez RGI, par exemple, c'était super important pour nous d'avoir aucun conflit d'intérêt. Donc en fait, dans tous les cas, ils ont une stratégie fiscale juridique, ils ont défini leurs objectifs, il y a une capacité d'emprunt et de projet global. Et en fait, nos honoraires, elles sont sur le montant du projet en fait. Donc peu importe que je vende cet immeuble ou que je propose plutôt cet appart, ou à la fin, mon seul intérêt, c'est que le client ait le meilleur résultat. Et ça, surtout c'est que important. s'il a le meilleur résultat, il va réitérer les opérations, potentiellement avec RGI. Donc, et là où un fera... CGP, par exemple, voilà. et j'ai rien contre les CGP, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est connu. Par exemple, ils vont vendre de l'immobilier neuf, ou même les banques. La banque, par exemple, qui va te dire... Alors là, je vois que vous avez de l'argent sur votre compte, vous avez une capacité d'emprunt, je vous recommande vraiment un Pinel pour commencer à préparer votre avenir. Mais en fait, la banque, elle s'en fout que derrière, tu vas rajouter 300 € par mois et que c'est pas son problème. C'est surtout que le conseiller bancaire qui va vendre ça, pour le coup, il n'a pas forcément la formation adéquate. Il n'a pas la même formation qu'un conseil en gestion de patrimoine qui, lui, a quand même une formation beaucoup plus poussée pour conseiller utilement le client. Et il y a des conseils en gestion de patrimoine qui ne vendent pas de produits et qui font que du conseil. Bien sûr. Mais en fait, tu as des conseillers en gestion de patrimoine qui vont être très bons et tu en as d'autres qui vont voir que s'ils te proposent, en fait, alors je dis n'importe quoi, la SCPI, ils prennent 1% de com, et que s'ils te proposent le Pinel, il en prend 7, il va pousser sur le Pinel. Oui, mais les bons et les mauvais, c'est pareil dans tous les métiers. Chez les avocats, dans mon domaine, il y a des bons, des mauvais. Et nous-mêmes, même quand on est bon, on peut faire parfois des erreurs. Ça, c'est purement humain. Après, comme je te le disais, vouloir vendre 2 Pinel à un couple de personnes qui va être à la retraite, clairement, là, il y a un problème beaucoup plus important. Parce que ça ne cadrait pas du tout avec les objectifs de l'investisseur. Et revenons à notre histoire de structuration, justement. Typiquement, le Pinel, c'était soit du nom propre, soit de la SCI à l'IR, puisqu'on ne pouvait pas faire de Pinel en SCI à l'IS. Oui. C'était antinomique. Tous ces régimes anciens, c'était pour de la location nue en résidence principale. À loyer plafonné, du coup. Avec en plus des conditions de ressources, des conditions de plafonnement de loyer. Bref, autant dire quand même que assez largement, l'investisseur jouait un rôle quelque part de bailleur social. Bon, mais ok, ça avait certainement une utilité et il y avait des gens qui y trouvaient leur compte. Là, sur la structuration, c'est, voilà, si vous voulez des revenus complémentaires, c'est plutôt du nom propre. Si vous voulez capitaliser, constituer du patrimoine et vous générer des revenus, mais peut-être pour dans 15, 20 ans,
c'est plutôt la structuration à l'IS. Alors après, ça dépend des objectifs de chacun. Et on peut à la fois vouloir des revenus immédiats, mais également capitaliser sans se faire massacrer par la fiscalité. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et qu'on rentre dans la stratégie un peu mixte où on va peut-être détenir certains biens en nom propre en ayant pris soin d'anticiper justement la fiscalité qui va dépendre du type de location. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je vais faire de la location longue durée à l'année en nu ou est-ce que je vais faire de la location courte durée en meublé, type de location, et du coup du régime fiscal qui lui-même est afférent au type de location qui va dépendre de la location nue, revenu foncier, ou de la location meublée, revenu BIC, avec pour les revenus meublés des sous-catégories de complexification suivant le statut de loueur meublé non professionnel ou de loueur meublé professionnel, avec en plus encore une sous-catégorie de complexification avec l'implication ou non de l'URSSAF en fonction des seuils de revenus sur, par exemple, la location meublée en courte durée. Le SSI, c'est ça? Sécurité sociale des indépendants? Non, c'est pas... comment ça Alors, s'appelle ça, ouais, avant, il y a eu une époque, c'était le RSI, ouais. régime social des indépendants. Mais oui, globalement, maintenant on parle de l'URSSAF, c'est le régime des travailleurs non salariés. Tu peux être toujours en LMNP, mais être éligible, assujetti à l'URSSAF. Ouais. Mais en plus, des fois, tu peux passer en LMP parce que tu sautes des plafonds, mais aussi avec l'URSSAF. Le régime des plus-values, des particuliers, des change, machins, effectivement. Donc, ouais. globalement, dès qu'on commence à grossir un peu dans l'immobilier et que c'est du meublé, ça devient beaucoup plus complexe. Il faudra un expert comptable en plus pour tenir la comptabilité au réel de la location meublée. Bien sûr. Super, ça c'est indispensable. Si vous faites juste de la location nue, vous pouvez faire de la location nue avec le régime dit des revenus fonciers. Là où ça va être compliqué, c'est qu'au bout de quelques années, assez rapidement, vous allez vous faire massacrer par l'impôt. Puisqu'il y aura peu de charges déductibles. Et comme il y a peu de charges déductibles, alors qu'il y a encore un crédit qui court pendant de longues années, il y aura peu de charges déductibles, mais il y aura quand même la mensualité de prêt qui va absorber la trésorerie. Et on se retrouvera avec quelque chose qui, avant impôt, paraissait justement rentable, notamment fiscalement, mais qui, après impôt, ne l'est plus fiscalement. Donc, on sera en cash flow négatif après impôt. Tu peux déduire les intérêts quand même sur... oui, bien sûr, dans tous les cas. Mais par contre, l'amortissement de capital, on considère, et c'est logique, que c'est de l'enrichissement. Donc, du coup, on ne peut pas le déduire. Le capital remboursé en banque n'est jamais déductible, effectivement, exactement. dans le calcul. Mais au-delà de ça, il y a des différences majeures. Je reprendrai une problématique que j'ai encore abordée récemment sur ma chaîne YouTube, justement, où j'ai parlé... Lien dans la description, d'ailleurs. Merci. Où j'ai parlé, j'ai parlé d'une décision récente d'une cour administrative d'appel en matière de déficit foncier. Et il y a des catégories de travaux qui sont réalisés sous un régime ensuite de location nue et qui ne sont pas déductibles des loyers. Donc certains travaux, lorsqu'on loue en nue, ne sont pas déductibles des loyers, mais ne seront déductibles que dans le calcul de la plus-value à la revente. Et régulièrement, quand j'ai des clients RGI, bien sûr, je suis obligé de leur dire « Attention, là, il va falloir voir ce que RGI vous propose. » Donc, Richard Group Investment, avec l'accent. Et donc, il va falloir ce que RGI vous propose et l'étude de marché de RGI sur le type de locataire. Est-ce que ça va être de la location nue ou de la location meublée en fonction de la localisation, du type d'appartement, etc. Et si c'est de la location nue, attention aussi sur les travaux parce qu'en fonction de la typologie de travaux, ils ne seront pas forcément déductibles des loyers. Et ça change évidemment les calculs de rentabilité. Pas déductible, c'est quoi déjà? C'est agrandissement... Alors, tu veux qu'on récap Ouais, rapidement, parce que on est les travaux d'agrandissement. On est très souvent dans ces catégories-là aussi avec les projets RGI, donc beaucoup de facto impossible de faire du nu parce que en nom propre. On sinon, va avoir fiscalement 200... parlant, ça va être terrible. On va avoir 200 000 euros de travaux, on va pouvoir en déduire 50, quoi. Donc c'est ridicule. Voilà, donc travaux d'agrandissement. Alors, dans la loi fiscale, vous ne retrouverez pas exactement ça. Ça, je vous le dis. Parce que, en fait, la loi fiscale définit certaines catégories de travaux, mais à l'intérieur, il y a des petites subtilités. Moi, je les ai regroupées en 4 grandes catégories. Les travaux d'agrandissement, les travaux de création de surface habitable. Donc, agrandissement, vous faites une véranda qui devient une pièce à vivre, c'est de l'agrandissement. Travaux de création de surface habitable, tu achètes un immeuble avec des combles, tu aménages les combles, tu fais créer un appartement dans les combles et tu le loues en nu. C'est des travaux non déductibles.
changement d'usage. Tu achètes une grange, tu fais deux maisons ou 2 appartements dans la grange. Bah ça, si c'est loué en nu, c'est pas déductible. Ouais. Changement Ça, d'usage. on le fait. D'ailleurs, on a tourné là récemment des vidéos dans des granges qu'on a transformées en immeubles et tout. Bah ça, du coup, tu déduis rien. Les combles, tu déduis rien. Enfin, Voilà. c'est monstrueux. Si c'est acheté pour de la location nue. Bien sûr. Par contre, si vous le faites en SCI à l'IS, bingo, tout va bien, on peut tout déduire ou tout amortir. C'est ce que font nos clients dans la majorité des cas, voilà. Sur ce cas de figure spécifique. Donc figure. Là, on a vu... Attends, quatrième catégorie. Ah, ok. La dernière catégorie, donc agrandissement, création de surface habitat, important, changement d'usage et reconstruction à neuf. Et là, c'est le fisc qui va apprécier si les travaux sont d'une nature et d'une importance telle que ça engendre une reconstruction à neuf du bien immobilier, de l'immeuble en général. J'ai déjà eu le cas de contrôles fiscaux là-dessus. Là, c'est compliqué parce que c'est vraiment l'appréciation du fisc. Ouais, et quand vous faites 180 000 euros de travaux et qu'après un contrôle fiscal, le fisc vous dit sur vos 180 000 euros, il y en a 172 000 non déductibles des loyers, le calcul et la projection de la fiscalité est complètement impacté et sur les revenus fonciers, ça devient un massacre. Bon, certes, vous pourrez les déduire dans le calcul de la plus-value à la revente potentiellement, mais s'il y a une plus-value à la revente. Et donc, la plupart des investisseurs, évidemment, ils doivent anticiper le calcul de la plus-value à la revente, mais ce qui les intéresse, c'est que pendant la première période d'investissement et de capitalisation, ils ne se fassent justement pas massacrer sur les revenus fonciers. Ok, merci beaucoup. C'est très clair. On a derrière, du coup, la SCI sur de l'investissement plus long terme. C'est pas plus long terme, c'est plus réinvestissement, création d'un patrimoine plus conséquent, transmission aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors déjà, SCI, tu fais bien de le dire. Tu as parlé aussi de holding et de société commerciale. Globalement, si vous voulez faire de l'investissement immobilier, j'ai tendance à vous recommander pour de l'impôt sur les sociétés, la société civile immobilière, pour une raison très simple, c'est que les banques financent quand même plus facilement les sociétés civiles immobilières que les sociétés commerciales. Et ça ne va pas être les mêmes conditions de crédit. Et là, je laisserai le soin à d'autres intervenants d'en parler, comme la courtière en crédit. Mais voilà, j'ai encore eu récemment quelqu'un qui m'a dit avoir eu un mal de chien pour obtenir son crédit, pour acheter 3 appartements en SAS, parce qu'on lui avait conseillé de faire une SAS. Ben oui, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir les crédits. Tout simplement parce que les banques financent moins bien des sociétés commerciales. Ce n'est pas dans leur process décisionnel bien souvent. Alors ça ne veut pas dire que systématiquement, vous ne pourrez pas le faire. C'est-à-dire que moi, je le recommande moins parce que ça sera plus facile en société civile immobilière. Donc, restons sur notre SCI à l'IS. Parce que SCI à l'IR, on en a déjà parlé, c'est pas très intéressant, on peut faire que de la location nue. Donc, SCI à l'IS, là, vous pouvez faire nu, meublé, professionnel, bail commercial, parking, courte durée, tout ce que vous voulez, courte durée, etc. etc. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de la location courte durée en para-hôtellerie, puisque la para-hôtellerie n'est plus de la location courte durée à proprement parler, mais devient une activité commerciale. Tu peux nous décrire en 2 secondes ce que c'est que la para-hôtellerie, puisque je pense qu'il y a plein de personnes qui... Oui, alors la para-hôtellerie, c'est la location meublée en courte durée, type Airbnb. Moi, je dis location courte durée. Les gens le connaissent plus sous l'appellation commerciale Airbnb, mais en réalité, c'est du Airbnb avec des services supplémentaires, petit déjeuner, changement de linge, ménage, accueil personnalisé de la clientèle, et tout ça avec en plus des critères spécifiques définis par la loi fiscale et la doctrine administrative fiscale dans le BOFIP. Donc globalement, à l'heure où je vous parle, peut-être pas à l'heure où vous regarderez cette vidéo, vous devez toujours actualiser vos connaissances, mais à l'heure où je vous parle, la plupart des gens ne sont potentiellement pas en para-hôtellerie s'ils font de la location meublée courte durée. C'est appelé à évoluer dans les années qui viennent, ça sera à suivre. Donc, on peut faire de la location meublée courte durée parce que ce n'est pas une activité commerciale, sauf para-hôtellerie. Par contre, si votre idée, c'est d'être para-hôtelier, ne le faites pas en société civile immobilière. Voilà, ça c'est un point important. Mais donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en SCI. Et ensuite, si besoin est, on peut structurer ça avec une holding, là pour faire circuler la trésorerie. Donc globalement, ligne directrice, cash flow immédiat, complément de revenus, revenus de remplacement, etc. plutôt non propre. Constitution de patrimoine, revenus pour plus tard, pour la retraite, transmission plutôt
société civile immobilière, idéalement pour moi, à l'impôt sur les sociétés. Alors, on pourrait aussi parler rapidement de la SARL de famille, puisque régulièrement... On en parle de temps en temps, ouais, c'est ça, on a des questions. Voilà, normal, puisque des experts comptables recommandent la SARL de famille, des banquiers recommandent la SARL de famille. C'est un outil intéressant, d'accord, mais il est moins flexible, pour une raison simple. En SARL de famille, vous ne pourrez faire que de la location meublée. On ne peut pas faire de location nue. D'accord. Puisque sinon, le régime dit de famille, qui est un régime fiscal, en fait, il caractérise la SARL de famille, le régime dit de famille va tomber. Et on va retomber à l'IS. Donc, SARL de famille, pas de location nue. Et il n'y a pas de seuil de tolérance pour ça. Autre restriction sur la SARL de famille, la notion de famille. C'est-à-dire que les associés d'une SARL de famille sont exclusivement les membres d'une même famille, à un degré de parenté qui ne doit pas être non plus à N+10. C'est frères et sœurs, parents, etc. Donc, ceci exclut, contrairement à une SCI, de pouvoir s'associer avec simplement des amis. Ou même avec son conjoint, si on n'est ni marié ni pacsé. Oui. Vous êtes à deux, ni marié ni pacsé, vous pouvez faire une SCI, vous ne pouvez pas faire de SARL de famille. Il faut vous marier ou vous paxer si vous voulez bénéficier du régime de famille, enfin de l'impôt sur le revenu dans la SARL de famille. Donc des restrictions quand même importantes. Attention, j'en profite pour vous alerter. La SARL de famille, si vous faites de la location meublée, n'est pas un pare-feu contre le passage en location meublée professionnelle et l'assujettissement à l'URSSAF. Parce que la SARL de famille est transparente et donc l'URSSAF peut très bien additionner, si vous avez des biens meublés en nom propre, votre quote-part de résultat dans la SARL de famille à proportion de la détention de vos parts sociales au chiffre d'affaires réalisé en nom propre sur du meublé et dire « Ah, vous dépassez les seuils, donc vous devez être assujetti à l'URSSAF ». Donc contrairement à ce que j'ai souvent lu, et parfois d'intervenants qui semblent être sérieux, la SARL de famille n'est pas du tout une sorte de joker contre l'assujettissement à l'URSSAF. Faites bien attention à ça. C'est vraiment un coup à vous prendre les pieds dans le tapis et vous serez tout étonné quand l'URSSAF fera un petit mail, parce que l'URSSAF envoie des mails, ils sont modernes, quand l'URSSAF vous enverra un mail en disant « En fait, il faut vous assujettir, mais je suis en SARL de famille. » Ouais, monsieur, mais vous dépassez les seuils. Donc voilà, société, c'est beaucoup plus pour le long terme la transmission. Et on pourrait dire plein de choses, évidemment, sur la notion de plus-value. Je sais... alors, attention aussi, Baptiste, évidemment, on est d'accord. Parfois, la société ne conviendra pas non plus à certains profils d'investisseurs. Mais parfois, c'est parce qu'ils ont des objectifs qui ne vont pas être atteignables en fonction de leur profil. Oui. Il suffit, moi, si demain je dis oui, mais moi demain je vais arrêter de bosser et vivre de l'immobilier et avoir 10 millions d'euros d'immobilier, ma situation ne me permettra pas d'emprunter 10 millions d'immobilier pour faire du cash flow. Donc mes objectifs ne vont pas être compatibles avec ma situation. Donc c'est aussi ton rôle et mon rôle parfois de ramener un petit peu les gens sur terre, de dire c'est très bien ce que vous voulez faire, par contre j'anticipe quelques difficultés, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau structuration, que ce soit au niveau même projet. Il m'est arrivé de décourager des gens qui avaient des idées sympas, mais qui n'étaient pas réalistes. On n'est pas là pour dire oui, allez-y, il n'y a pas de problème, avec nous, ça va marcher. Mais en fait, dans l'immobilier, on ne lance pas une start-up. Voilà. On n'est pas dans la tech, on n'est pas. Enfin, je veux dire, nous, on est dans la tech, dans ce qu'on développe, mais en l'occurrence, chez RJ, avec la plateforme, tout ça, on est en train de travailler sur plein de choses ultra sympas. Mais l'immobilier, c'est vraiment l'investissement tangible, bon père de famille, sur lequel nous, on va aller optimiser chaque pôle, chaque étape de l'investissement pour avoir plus de performance que justement ce qu'on nous a expliqué pour être un bon père de famille, quoi. Mais si on arrive et qu'on dit, alors moi, parce que j'en ai eu aussi, je vais acheter une usine, l'usine, je vais la transformer en fait, je vais faire des love rooms avec des piscines et des toboggans aquatiques qui partent du haut du truc et machin. Et puis, non, mais des fois, tu as des idées, des trucs. Bon, ok, très bien. Tu as déjà acheté un studio? Non, tu n'es jamais passé chez le notaire? On va peut-être commencer par là, quoi. Tranquille, en fait. Et c'est vraiment... c'est pas dans l'objectif de briser les rêves de quelqu'un ou autre. C'est vraiment juste de dire, en fait, je pense qu'il y a de grandes chances que tu te plantes. Et l'objectif, quand même, c'est que ça soit carré, puisque dans l'immobilier, une erreur, ça peut coûter des dizaines de milliers d'euros, si ce n'est plus. Je pense que tu as dû voir des situations un peu... J'ai vu des cas vraiment... là aussi, on a potentiellement
Il y a certaines réformes fiscales qui sont envisagées qui peuvent littéralement couler des investisseurs immobiliers. À un moment, on parlait de supprimer la possibilité d'amortir les biens qui sont loués en location meublée, ce qui mécaniquement aurait fait exploser l'imposition. Il y a des investisseurs qui ont fait des calculs pour pouvoir payer le crédit, leurs impôts, les charges de copropriété, les assurances, la taxe foncière, etc. Mais les calculs sont réalisés en tenant compte de la fiscalité à l'instant T. Si on modifie les règles du jeu et qu'on met en place des règles qui font exploser la fiscalité, il n'y aura plus assez de trésorerie pour tout payer. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi. Donc cette notion de prévisibilité, elle est plus facile à mettre en œuvre dans le cadre d'une structuration en société à l'IS, parce que c'est du plus long terme, et l'immobilier, c'est quand même du long terme. Si vous investissez en cash, ok, la fiscalité est une difficulté, mais même si demain on augmente la fiscalité de 20%, il vous restera toujours de l'argent en sortie, puisqu'évidemment, il n'y a pas de mensualité de prêt. Donc tout va bien, j'ai envie de dire. Par contre, si vous levez du crédit comme 95% des investisseurs immobiliers, là, la notion de prévisibilité de fiscalité est super importante. Donc, et encore une fois, ça va dépendre de votre profil, de vos objectifs, de votre capacité à lever de la dette, de votre situation personnelle. Vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez 25 ans, vous en avez 55. Voilà, on tient compte de l'ensemble de ces paramètres pour vous aider à définir vos projets, bien sûr. Et oui, de temps en temps, on est obligé de sabrer un petit peu quand même et de dire non, ça c'est dangereux pour vous, de toute façon, vous n'arriverez pas à le réaliser. Je peux te raconter un cas, hein. J'ai eu des investisseurs très sympathiques qui n'avaient pas d'épargne, avaient des revenus modestes et qui voulaient commencer par un investissement à Madagascar. Madagascar, c'est donc pas en France, d'accord ? Là, il y a une monnaie locale. Donc, il n'y a pas Madagascar, c'est quand même avec une monnaie régulée. Pour transférer de l'argent, c'est pas facile, etc. Les infrastructures, c'était sur une île et pas l'île principale. Donc, il fallait aller sur l'île en pirogue. Et je me suis dit, là, vous voulez commencer par ça, c'est pas possible. De toute façon, le banquier vous financera pas ce genre de projet. C'est juste pas possible. C'était pour faire de la courte durée. Alors ça semblait sympa, hein, oui, l'île, créer un club de plongée en plus de l'IMO, etc. Mais à un moment, il faut être réaliste. Oui, c'est un projet, pourquoi pas, une fois que vous avez une assise en France et que vous avez une capacité d'épargne et de l'épargne, parce qu'on ne peut pas investir sereinement dans l'immobilier avec zéro épargne. Il ne faut pas confondre. Je sais que, et moi j'aime bien tout le monde dans l'IMO, mais quand on vous dit vous pouvez investir avec zéro apport, déjà c'est quand même beaucoup moins vrai qu'il y a quelques années. Et il ne faut pas confondre avoir zéro apport et avoir zéro épargne. Voilà. C'est le point, c'est que si tu as 200 € sur ton compte bancaire et que tu lèves 150 000 €, bon, tu as un ballon qui pète et du coup, c'est mort. Tu as 2 mois de retard de travaux et voilà, 2 mois sans loyer et tu es dedans. Donc, la différence entre le zéro apport et le zéro épargne, c'est que tu peux essayer de lever de la dette pour mettre le moins d'apport possible dans le projet, mais à l'heure actuelle, très sincèrement, par exemple en société civile immobilière, je ne connais pas de banque à titre personnel qui va accepter de financer l'achat, les travaux et les frais d'acquisition. En SCI à l'IS. Ouais, mais c'est... Faut un bon profil. Voilà, mais le bon profil, typiquement, il va avoir de l'épargne. C'est-à-dire que la banque ne va pas lui dire « mettez-moi 20% ou 10% dans la SCI en apport en compte courant d'associé », mais la banque sait que par contre, la personne les a. Et c'est toute la différence. Ça sera, si vous avez de l'épargne, vous pourrez essayer. Et encore, à l'heure actuelle, vu les taux, on peut s'interroger en fonction du profil s'il n'est pas plus intéressant d'injecter plus d'épargne faiblement rémunérée dans le projet, un projet à 8%, d'accord, plutôt que de lever beaucoup de dettes à 3,5 ou 4%. Ouais, ça dépend. Il y a du calcul à faire à chaque projet. L'apport en compte courant, moi, j'aime bien. Prend pas trop de risques. Puis on maximise le cash flow. Ouais. On emprunte moins, on paye moins d'intérêt. Ouais. Et alors que parfois, moi, j'ai des clients qui ont de l'argent qui n'est pas placé du tout. C'est-à-dire que leur
revenu sur cet argent est à zéro. Et subit l'inflation. Donc entreprendre, bah oui, j'ai de l'argent, mais alors ça, c'est souvent dans les boîtes. Il y a la trésorerie dans la boîte, mais les placements pour les sociétés ne sont pas extraordinaires. C'est des placements à court terme. Et donc, il y a 1% d'intérêt. Bah, avoir la trésorerie à 1% alors qu'on va emprunter à 3,5%, c'est peut-être pas une super idée de conserver autant de trésorerie. Il vaut peut-être mieux en mettre plus en compte courant d'associés. Mais il y a aussi des particuliers qui ont beaucoup d'épargne sur certains produits financiers à faible rendement, voire à risque, et qui ne font pas ce raisonnement. Ils ne vont pas se dire, il faut peut-être que j'en retire de cette épargne faiblement rémunérée pour emprunter moi un 3,5, ce qui est un calcul gagnant. Des fois aussi des biens, on en parlait dans une autre vidéo, mais des biens qui ont pris beaucoup de valeur. Par exemple, il passe à 600 000, on l'a acheté 200, mais il génère toujours 1 500 par mois. Donc la rentabilité est catastrophique. Dans ce cas-là, autant revendre, prendre 600 et les remettre dans de l'IMO à 8-10% à 600 000, par exemple. Voilà, puis pas forcément à soi-même la revente, même si ce n'est pas un abus de droit fiscal. Oui. Voilà. Donc vous voyez, il y a deux grandes lignes qui se dégagent sur la structuration. Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, à l'intérieur, il y a plein de petites subtilités. Évidemment, il y a les subtilités de la revente. Sur la SCI, il y a les subtilités de la rédaction des statuts. Il y a les subtilités de l'anticipation de la transmission, de qui détient les pouvoirs de contrôle. Globalement, quand même, il y a plus de subtilités en structuration en société qu'en nom propre. En nom propre, on aura d'autres problématiques. Pour la transmission, on pourra souhaiter transmettre à ses enfants et se retrouver en indivision avec ses enfants, avec le code civil qui régit strictement l'indivision. Donc là, attention, s'il y a des avantages, des inconvénients pour les deux solutions. Et moi, j'aime pas dire, ouais, il faut systématiquement faire ça comme ça, ou il faut systématiquement faire ça comme ça. Ça dépend de chaque profil et de chaque projet. Super. Merci beaucoup pour toute cette valeur partagée. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable, être accompagné par une équipe d'experts, dont Dimitri, qui vous accompagne sur le volet fiscal et juridique, vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet pour qu'on puisse analyser votre situation et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner dans ce projet immobilier, qui est souvent d'ailleurs un projet de vie. Vous avez aussi les différents liens de Dimitri dans la description, que ce soit sa chaîne YouTube où il partage beaucoup de valeur ou encore son podcast. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Dimitri. Merci Baptiste.